Donc voilà, on va essayer de parler, de décrire un peu la formation du système solaire et comprendre qu'est-ce qui a fait si que le système solaire puisse abriter une planète habitable comme la nôtre. Évidemment, découvrir des mondes habitables est un peu l'objectif ultime de la planétologie moderne. Aujourd'hui, on connaît quelque chose comme 2000 planètes extrasolaires, des planètes qui ne sont pas dans notre système solaire, mais sont en orbite autour d'autres étoiles. Et la recherche, évidemment, on veut comprendre comment les autres systèmes planétaires sont faits, mais sous-jacent, on va essayer de trouver s'il y a d'autres planètes comme la Terre qui peuvent abriter la vie. Évidemment, c'est une recherche observationnelle très longue, qui va prendre beaucoup de temps. À l'heure d'aujourd'hui, même si on connaît 2000 planètes, on n'a pas encore découvert la planète jumelle de la Terre. Typiquement, les planètes qu'on découvre, soit sont beaucoup plus grosses, soit sont beaucoup plus proches de leur étoile, et c'est dû à des biais observationnels. Et donc, l'existence ou pas des planètes semblables à la nôtre, pour le moment, les observations ne peuvent pas encore nous donner une réponse précise. Donc, si on veut essayer de comprendre que la probabilité que des mondes habitables existent ailleurs, il y a peut-être une autre voie, qui est celle que je poursuis dans ma recherche, qui sera l'objet de ces cours. Et donc, on a un système planétaire qui abrite une planète habitable, c'est le nôtre. Donc, essayer de comprendre en détail son origine, essayer de comprendre en détail quels sont les mécanismes ou les événements, plus ou moins chanceux, qui ont fait si que le système solaire ait acquis la structure qu'il a aujourd'hui, pour ensuite s'interroger et voir si ces événements, ces processus sont génériques, ont une probabilité élevée d'avoir lieu ailleurs, ou au contraire sont très rares, et du coup il faut déduire que des planètes semblables à la Terre sont rares, et il faut visiter beaucoup d'étoiles avant de trouver la prochaine. Donc, comme Véronique l'a dit, notre système solaire est caractérisé par une dichotomie, notre système planétaire est caractérisé par une dichotomie avec les planètes telluriques à l'intérieur et les planètes géantes à l'extérieur, planètes telluriques composées essentiellement des roches, et planètes géantes bien plus massives que les planètes telluriques, composées essentiellement des gaz. Alors, vu que les planètes géantes sont des planètes gazeuses, forcément, elles doivent s'être formées rapidement avant que les gaz qui entouraient les soleils naissants disparaissent à cause de l'action de la radiation du soleil. Et les observations astronomiques nous montrent que les gaz typiquement disparaissent autour des étoiles jeunes au bout de quelques millions d'années, 10 millions d'années tout au plus. Donc ça veut dire que Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune se sont formés dans les premiers 10 millions d'années, peut-être les premiers quelques millions d'années de la vie du système solaire. Alors que pour la Terre, grâce à des datations isotopiques des roches terrestres, datations isotopiques, la formation de la Lune, et ainsi de suite, on sait que la Terre a mis plusieurs dizaines de millions d'années pour compléter sa formation, former son noyau, l'origine de la Lune, et ainsi de suite. Donc il y a une dichotomie de plus, pas seulement en distance, en masse et en composition entre les planètes telluriques et les planètes gazeuses, il y a aussi une dichotomie en temps de formation, avec les planètes gazeuses qui se forment très rapidement, et les planètes telluriques, au moins la Terre, qui se forment au moins sur un ordre de grandeur plus longue, une échelle des temps au moins un ordre de grandeur plus longue. Donc si les planètes géantes se forment dans un disque de gaz, ensuite, par interaction avec ce disque de gaz, elles auraient dû migrer plus près du Soleil. Les processus de migration est quelque chose qui s'imposait à l'attention de la planétologie moderne, et c'est en gros un processus d'interaction gravitationnelle entre la planète et les disques de gaz au sein duquel elles se forment. Donc ici, on va voir une petite animation où on voit un disque par le haut, on met une planète dans le disque, vous voyez la planète qui tourne autour du centre, ici il y aurait l'étoile qui n'est pas représentée sur l'animation, la planète tourne autour de l'étoile, et en se déplaçant dans ce disque de gaz, elle excite, comme vous voyez, une onde spirale qui tourne autour de l'étoile centrale avec la planète. Donc ici, la couleur représente la densité du gaz, les couleurs sombres représentent peu de gaz, et les couleurs brillantes blanches représentent beaucoup de gaz. Donc la planète, en créant cette onde spirale, change la distribution du gaz, qui initialement est plus ou moins uniforme, au moins une symétrie cylindrique par rapport à l'étoile centrale, avec la présence du gaz et l'émergence de cette onde spirale, cette symétrie est brisée. Et à cause de cette brisure dans la symétrie de la distribution des masses du disque, les disques exercent des forces sur la planète, et la planète est forcée à spiraler vers l'étoile centrale. On peut le voir si au lieu d'utiliser une représentation comme celle-ci, on voit la planète tourner, donc c'est un peu ennuyant, on utilise un système de repères qui tourne avec la planète,
et donc on ne voit pas la planète tourner, on voit simplement la dériver vers l'étoile sur une échelle de temps beaucoup plus longue, et c'est l'animation de droite, où vous voyez la planète ne semble plus tourner, mais maintenant on peut intégrer pendant plusieurs centaines d'orbites, et vous voyez que la trace de la distance de la planète à l'étoile diminue avec le temps, c'est le processus de migration, et amène une planète initialement formée dans le disque extérieur vers le disque interne, vers l'étoile centrale. Ce processus de migration, donc on comprend théoriquement, même analytiquement, on peut reproduire à l'ordinateur, semble être bien à l'œuvre dans les systèmes planétaires, parce que si on regarde la distribution des distances des planètes géantes extrasolaires découvertes jusqu'aujourd'hui, on voit que la plupart des planètes géantes qui ont été découvertes ne sont pas du tout à des distances comparables à la distance de Jupiter et de Saturne au Soleil. Jupiter et Saturne se trouvent à 5 et 9 unités astronomiques respectivement, donc 5 et 9 fois la distance de la Terre au Soleil. Si la collection des planètes extrasolaires découvertes à ce jour autour des autres étoiles suit une autre distribution. Vous voyez, ça c'est un histogramme, donc il montre le nombre des planètes pour chaque période, pour chaque distance à l'étoile centrale donnée. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de planètes qui ont un rayon orbital très très petit, beaucoup plus petit que celui de la Terre, qui est 1, beaucoup plus petit que celui de Mercure, qui est 0.4. Donc c'est ce qu'on appelle les Jupiter chauds, ce sont vraiment des planètes si proches de l'étoile centrale que leur période de révolution est quelques jours seulement. Et ensuite, il y a une sorte de creux dans la distribution, et après, donc ça c'est les Jupiter chauds, il y a une deuxième bosse dans la distribution, on appelle la colline des planètes géantes extrasolaires, qui elle est centrée à une unité astronomique. Donc en fait, si on tient compte des biais observationnels, il y a beaucoup plus de planètes ici que des Jupiter chauds. Donc la plupart des planètes géantes extrasolaires se trouvent en fait à une distance par rapport à l'étoile centrale semblable à la distance de la Terre par rapport au Soleil, et pas du tout aussi loin que Jupiter et Saturne le sont. Évidemment, on a des problèmes à découvrir des planètes de plus en plus loin, mais même si on tient compte des biais observationnels, il semblerait que le nombre de planètes géantes chute avec la distance à l'étoile, et donc il y a cette préférence pour les planètes géantes de se retrouver plutôt dans la zone habitable, plutôt dans les zones où chez nous, dans notre système solaire, nous avons les planètes telluriques. Donc si on veut comprendre la structure du système solaire, la première question qu'on se doit poser, c'est comprendre pourquoi nos Jupiter et Saturne sont si peu typiques et n'ont pas migré davantage, ils n'ont pas venus à notre place dans le système solaire, voire ne sont pas devenus des Jupiter chauds. Donc qu'est-ce qui les a empêchés de migrer, qu'est-ce qui a arrêté, ou au moins arrêté leur migration une fois que les planètes étaient là. Et ce n'est pas seulement la problématique des planètes géantes. Si on regarde la deuxième catégorie des planètes, donc des planètes qu'on appelle des super-terres, donc c'est des planètes qui sont des planètes qui ont des masses de l'ordre de 4-10 fois la masse de la Terre, parfois on les appelle Neptune, une planète probablement plutôt semblable à Uranus et Neptune qu'à la Terre elle-même. Eh bien 50% des étoiles de type solaire ont des planètes de ce type-là, disons type Neptune, avec une période orbitale inférieure à 100 jours, donc avec une distance à l'étoile centrale qui est inférieure à celle de la Terre, mais plutôt comparable à celle de Vénus ou encore moins. Donc les autres systèmes planétaires semblent être vraiment marqués par cette omniprésente migration qui prend des planètes grandes comme les planètes comme Jupiter et Saturne ou Uranus et Neptune et les amène beaucoup plus près de l'étoile centrale. Donc la question centrale est pourquoi ça ne s'est pas passé ici. C'est une question primaire qui a suscité beaucoup de réflexions et un mécanisme, je dirais que pour le moment, c'est le mécanisme qui semble être plus convaincant, est qu'il y a une interaction forte entre Jupiter et Saturne dans notre système solaire. En effet, les simulations numériques qu'on peut faire de migration, tout à l'heure je vous ai montré des animations, c'était des animations qui impliquaient une planète dans le disque. Et dans ce cas, la planète migre vers l'intérieur. Mais on s'est aperçu que si au lieu d'une planète, il y en a deux, notamment avec un rapport de masse comparable à celui entre Jupiter et Saturne, les choses changent significativement. Imaginons par exemple que Saturne acquérisse sa masse plus lentement que Jupiter. C'est une supposition, on n'est pas sûr que ceci soit vrai. Donc au départ, il y a Jupiter, Saturne est très petit, donc c'est comme s'il n'existait pas, il n'influence pas vraiment la dynamique de Jupiter. Et les simulations montrent que dans ces cas-là, Jupiter migre vers l'intérieur. Donc la distance de la planète à l'étoile diminue avec le temps. Mais Saturne continue à grossir, et les simulations montrent que quand Saturne
acquiert une masse qui est comparable à sa masse actuelle, la dynamique change profondément, la migration vers l'intérieur de Jupiter s'arrête et Jupiter inverse son mouvement, repart plutôt vers l'extérieur en poussant avec elle Saturne dans un jeu de résonance. La période de Saturne est typiquement une fois et demie la période de Jupiter. Donc c'est peut-être un peu étonnant, mais c'est assez facile à comprendre avec les mains. La raison est que quand Jupiter est seul dans les disques, typique, donc ici c'est une carte des densités dans les disques obtenue dans les simulations numériques, donc Jupiter est ici, on a beaucoup moins de masse qui survit dans les disques à l'intérieur de l'orbite de Jupiter par rapport au disque à l'extérieur de l'orbite de la planète. Alors les disques internes, vu qu'ils tournent autour de l'étoile plus rapidement que la planète, ont tendance à accélérer la planète et la pousser vers l'extérieur, un peu comme fait la Terre pour la Lune, qui éloigne la Lune par force des marées. Et les disques extérieurs, qui tournent plus lentement autour de l'étoile que la planète, ont tendance à freiner la planète et donc la faire tomber vers l'étoile. Et donc, bien sûr, si on a plus de gaz, plus de masse dans les disques externes que dans les disques internes, la planète est freinée et donc elle est poussée à tomber vers l'étoile. C'est la migration vers l'intérieur et c'est bien ce qu'on a quand on a Jupiter seul. Mais si on introduit les deux planètes, Jupiter et Saturne, dans les disques, la situation change complètement. D'ailleurs, il y a une sorte de sillon commun aux deux planètes et vu que Saturne n'est pas une planète très massive par rapport à Jupiter, Saturne facilite le passage du gaz du disque externe vers les disques internes. Et donc, vous voyez que ces contrastes de densité, que vous voyez là dans les couleurs, n'existent plus dans les cas où il y a Jupiter et Saturne ensemble. Au contraire, les disques internes est plus massif que les disques externes. Alors, vu que les disques internes poussent les planètes vers l'extérieur, étant cette fois plus massif que les disques externes, c'est lui qui gagne, et donc les planètes doivent partir vers l'extérieur. Et c'est, comme je disais, à l'heure d'aujourd'hui, les mécanismes plus convaincant qu'on ait trouvé pour expliquer pourquoi, à un moment donné, la migration de Jupiter s'est arrêtée, voire elle s'est inversée. Et ça marche seulement si Saturne est plus petit par rapport à Jupiter. Ça marche pour certains rapports de masse, entre un quart et la moitié. Mais par exemple, si Saturne avait été aussi massif que Jupiter, voire plus massif que Jupiter, la migration ne se serait pas inversée, ne se serait pas arrêtée, elle aurait continué même en accélérant vers les soleils. Donc, on a ces mouvements, donc on pense un peu d'aller-retour grâce à une apparition un peu plus tardive de Saturne par rapport à Jupiter. Comme vous voyez ici, il n'y a pas d'échelle sur les axes, et c'est parce que c'est très difficile de dire a priori où on est parti, où on est arrivé, en combien de temps, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de paramètres que nous ne contrôlons pas, mais nous pouvons essayer de déduire un peu, de mettre des chiffres sur ces axes en regardant les contraintes, la structure actuelle du système solaire et voir un peu qu'est-ce que cette structure nous suggère. Et il y a une caractéristique très importante dans les systèmes solaires, dans le monde des planètes telluriques, est que Mars est très petit par rapport à la Terre. La masse de Mars est seulement 1/10 de la masse de la Terre, ce qui cause tous les problèmes d'habitabilité dont Véronique vous a parlé. Et les simulations numériques de formation des planètes telluriques, qui par ailleurs marchent assez bien, et qui typiquement supposent que les planètes telluriques se forment à partir d'un disque de planétésimaux étendu de l'étoile centrale vers l'orbite de Jupiter actuelle, ont beaucoup de succès pour produire Vénus à la Terre, mais ont beaucoup du mal à produire Mars aussi petit qu'il est. Donc ici, dans ce diagramme, vous voyez la masse des vraies planètes telluriques du système solaire, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, donc la masse en fonction de leur distance à l'étoile. Et ici, les points représentent les masses des planètes telluriques produites par toute une série de simulations qui démarrent de conditions initiales comme celle-ci. Comme vous voyez, la Terre et Vénus sont statistiquement assez bien reproduites, jamais pile-poil, bien sûr, parce que le processus d'accrétion est un processus stochastique, donc on n'arrive jamais à reproduire exactement les vrais processus qui s'est passé en réalité, mais les nuages de points recouvrent bien les positions et les masses des deux planètes telluriques majeures. Mais les planètes conformes à l'endroit où se trouve Mars sont systématiquement plus grandes, sont presque aussi grandes que la Terre et Vénus, ce qui évidemment ne s'est pas passé en réalité. Donc ça nous suggère que ce type de conditions initiales probablement ne sont pas très bonnes, parce que Mars n'est pas expliqué, et il a été démontré que si au lieu de partir des conditions initiales comme celle-ci, avec un disque de planétésimaux étendu jusqu'à l'orbite de Jupiter actuelle, on démarre d'un disque de planétésimaux tronqué, donc avec un vide plus loin, alors dans ces cas-là, les simulations numériques produisent des planètes, les points blancs,
qui reproduisent très bien la distribution des masses des vraies planètes, les points noirs, par rapport à leur distance. Et ces mouvements d'aller-retour de Jupiter pourraient très bien expliquer ce type de troncature. En effet, je peux vous montrer ici l'animation où on met l'orbite de Jupiter, l'orbite de Saturne, des planétésimaux un peu partout, et on verra dans l'animation l'orbite de Jupiter se rétrécir parce que la planète migre vers le Soleil, Saturne la suivre, en même temps Saturne, la masse de Saturne change, mais ça on ne le verra pas, et à un moment donné les deux planètes repartent vers l'extérieur, et donc on va voir quelle est la structure du disque qui en résulte. Donc vous voyez ici la phase de migration vers l'intérieur de Jupiter et de Saturne, et puis quand Saturne acquiert sa masse actuelle, les deux planètes repartent vers l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on a comme résultat? On a une grande dispersion, ce n'est pas vraiment complètement les vides, mais la plupart des planétésimaux dans la région traversée en aller-retour pour les planètes géantes sont évidemment éjectés ou déplacés, et les disques massifs des planétésimaux est bien tronqué à la distance souhaitée pour former un petit Mars. Donc il faut que cette troncature du disque soit vers l'unité astronomique, ce qui requiert que Jupiter soit descendu vers le Soleil jusqu'à une unité astronomique et demie, à grosso modo la position actuelle de Mars, avant de repartir vers l'extérieur. Et si on fait ça, les planètes telluriques qu'on forme sont des bonnes planètes telluriques. Ici, on voit plutôt le système vu par la tranche, donc on voit Jupiter et Saturne repartir, et vous voyez ici les disques des planétésimaux et des protoplanètes qui restent tronqués à une unité astronomique. Et si on continue cette simulation, que dans ce cas a couvert même pas 1 million d'années et plus longtemps, donc on va voir la formation planétaire vraiment jusqu'à sa fin. Donc ici, vous voyez une petite planète qui est Mars, en fait, qu'à cause de cette troncature des masses, est poussée un peu vers l'extérieur, et donc elle n'arrive plus à créer beaucoup de masse. Ici, vous avez des planètes beaucoup plus grandes. Ici, vous avez deux planètes qui vont rentrer en collision maintenant, donc c'est une collision tardive, de style celle qui a formé la Lune. Et donc, à la fin, vous avez un système où vous avez les deux planètes majeures d'une masse à peu près terrestre vers l'unité astronomique et 0,7 unité astronomique, sont les analogues de Vénus et de la Terre, et deux planètes plus petites à l'intérieur et à l'extérieur qui sont l'analogue des Mercure et Mars. Donc, si on a bien compris, la petite masse de Mars vraiment nous suggère ce mouvement de migration de Jupiter jusqu'à une distance, grosso modo, d'une unité astronomique et demie. Ça veut dire que si Jupiter s'était arrêté plus tôt avant de repartir vers l'extérieur, donc par exemple une formation de Saturne plus précoce, probablement Mars serait aussi grand que la Terre, on aurait un système solaire rigolo avec deux planètes habitables probablement. Mais si Jupiter a été descendu encore plus près du Soleil avant d'être rappelé vers l'extérieur par Saturne, probablement la Terre elle-même aurait souffert de cette déplétion des masses, et donc la Terre serait aussi une petite planète comme Mars, et d'où les problèmes de maintenance d'une atmosphère, d'une dynamo, d'un champ magnétique, etc. Donc vous voyez déjà tout de suite comment la structure fine du système solaire puisse dépendre d'un phénomène finalement chanceux, comme les points d'arrêt de la migration, les points d'inversion de la migration de Jupiter. Pour former une planète habitable, il ne faut pas seulement qu'elle ait une bonne masse et soit dans la zone habitable, donc la bonne distance à l'étoile centrale, il faut aussi qu'il y ait au moins un peu d'eau, parce que l'eau semble être nécessaire pour la vie, pour la biologie telle que nous la connaissons. Et ce type de dynamique explique aussi l'origine de l'eau sur Terre. Alors, la Terre se trouve assez proche du Soleil, donc normalement les planétésimaux qui se forment à l'endroit où finalement se retrouve la Terre ne devaient pas avoir de glace à leur surface ou à leur intérieur, parce que les disques étaient trop chauds pour la condensation de l'eau. Et l'eau se trouve seulement dans les planétésimaux plus loin, dans la ceinture des astéroïdes externes, dans les comètes aux extrêmes extérieurs du système solaire, là où la température était froide dès le départ, et donc a permis la condensation de l'eau sous forme de glace. Mais comme vous avez vu tout à l'heure dans l'animation, ça c'était le dernier photogramme de l'animation de la migration des planètes géantes, quand les planètes Jupiter et Saturne repartent vers l'extérieur, non seulement elles causent la troncature du disque des planétésimaux, mais elles injectent aussi vers l'intérieur, pas beaucoup, mais une certaine fraction de
planétésimaux qui initialement étaient au-delà de Saturne, ce sont les planétésimaux bleus. Si vous vous souvenez, au départ, dans l'animation, les planétésimaux à l'intérieur de l'orbite de Jupiter étaient rouges et les planétésimaux à l'extérieur de l'orbite de Saturne étaient bleus. Donc, une certaine partie des planétésimaux initialement à l'extérieur de l'orbite de Saturne est injectée dans les systèmes solaires internes. Et puisque ces planétésimaux viennent du système solaire extérieur, eux, probablement, avaient un certain teneur en eau comparable à celui des comètes ou à celui des chondrites primitives, des météorites primitives que nous connaissons dans les systèmes solaires. Et donc, on peut refaire, par exemple, la simulation des planètes, de la formation des planètes telluriques à partir de notre disque tronqué, mais en tenant compte aussi de l'existence de ces planétésimaux riches en eau, envoyés vers l'intérieur par la migration vers l'extérieur des planètes géantes. Et cette animation, une animation comme celle précédente, représente une autre simulation, mais tout à fait analogue, avec la différence que quand on verra grossir les planètes, on verra un point bleu apparaître au centre qui représente la masse relative par rapport à la masse finale de la planète acquérie par ces planétésimaux primitifs riches en eau. Et donc, si j'arrive à lancer la simulation, pas du tout. Pourquoi elle ne démarre pas? Elle ne démarre pas. Allez. Tout à l'heure marché, puis j'ai fait... Bon, voilà, désolé. Donc, la Terre, évidemment, en se formant, arrive à acquérir une petite fraction de ces planétésimaux, ce qui apporte l'eau aux planètes telluriques. Alors, il n'y a pas beaucoup d'eau sur notre planète. On estime que la masse totale de l'eau sur Terre soit de l'ordre de 0,1% de la masse de la Terre, avec une certaine barre d'erreur. Donc, ce n'est pas vraiment une planète très riche en eau, mais sans cette injection des planétésimaux primitifs de l'extérieur du système solaire vers l'intérieur du système solaire, probablement on n'aurait même pas eu cette quantité d'eau et donc la vie aurait eu beaucoup plus de mal à se développer. Donc, à la fin de ce mouvement d'aller-retour, quand les gaz autour de l'étoile, dans les disques protoplanétaires, disparaissent, donc Jupiter et Saturne s'arrêtent. Dans ces mouvements de migration en aller-retour, Jupiter et Saturne ont probablement emporté Uranus et Neptune. Uranus et Neptune ont des masses beaucoup plus petites par rapport à Jupiter et Saturne, donc sont plutôt passifs dans l'affaire. Et donc les simulations montrent qu'à la disparition du gaz, les planètes géantes devaient avoir des orbites très rapprochées entre elles, assez circulaires, et avec des périodes orbitales en résonance entre eux, donc un rapport entre nombres entiers. Typiquement, la configuration finale dans ce type de simulation est que Jupiter fait 9 révolutions autour du Soleil, pendant que Saturne en fait 6, Uranus en fait 4 et Neptune en fait 3. Alors cette configuration orbitale est très différente de la configuration orbitale actuelle, où les planètes sont beaucoup plus séparées entre elles. Il n'y a aucune relation résonante entre les périodes des planètes. Il n'y a pas deux périodes planétaires qui soient en rapport comme deux nombres entiers. Et les orbites sont assez circulaires quand même, mais typiquement un peu plus excentriques que celles que normalement les planètes ont quand elles se trouvent encore dans les disques de gaz. Donc, si notre construction de l'évolution du système solaire est correcte, il nous faut trouver un mécanisme pour passer, une fois les gaz disparus, de cette configuration-ci à la configuration actuelle. Et ce mécanisme est celui qui est décrit par les modèles de Nice, qu'avait évoqué Emmanuel tout à l'heure. Donc, encore une vision de l'évolution du système solaire vue par les hauts. Donc, on a là les 4 planètes géantes comme elles sortent des simulations hydrodynamiques, donc orbite très proche entre elles et très circulaire. Et comme vous voyez, Neptune, la planète la plus extérieure, a un rayon orbital relativement petit, de l'ordre de 10 unités astronomiques, comparable au rayon orbital aujourd'hui de Saturne. Dans les modèles de Nice, on postule simplement qu'au-delà de Neptune, il y avait encore un disque de petits corps, de masses relativement importantes, de l'ordre de 30 masses terrestres. Et ce qu'on voit dans la simulation, celle-ci marchera, est que les planètes se perturbent un peu entre elles. Vous voyez leurs orbites un peu s'agiter, se déformer. Elles perturbent aussi les planétésimaux autour de Neptune. Vous voyez des planétésimaux qui partent, donc ça veut dire qu'ils sont en une interaction forte avec les planètes qui les éjectent, mais en partant, ils perturbent aussi un peu l'orbite des planètes géantes. Et donc, au bout de plusieurs centaines de millions d'années, petite modification après petite modification, le système des planètes géantes peut devenir instable. Les planètes sortent de leur résonance, commencent à se rencontrer entre elles, elles sont instables, donc elles ont besoin de place, elles se repoussent littéralement entre elles. Et comme vous voyez, l'orbite finale des planètes sont beaucoup plus espacées que les orbites originales,
et les disques des planétésimaux qui initialement étaient ici à cause de l'expansion du système planétaire, évidemment, ont été dispersés partout. Et à la fin, vous avez les 4 planètes géantes sur des orbites très proches des orbites actuelles. Neptune a un rayon orbital de l'ordre de 30 unités astronomiques, comme Neptune réel, Uranus 20, Saturne en blanc de l'ordre de 10, et Jupiter de l'ordre de 5. Et les orbites ne sont plus tout à fait aussi circulaires qu'au départ, même s'ils restent relativement encore circulaires. Donc, cette transformation de la structure orbitale des planètes géantes dans la simulation a lieu assez tardivement, de l'ordre de 700 millions d'années après les débuts, mais cette date, on peut l'ajuster un peu en changeant un peu la distribution des planétésimaux initialement au-delà des planètes. Encore une fois, si on veut savoir exactement quand les choses se sont passées, c'est plutôt les données qu'il faut regarder. Et si on regarde sur la Lune, on voit des grosses taches sombres que depuis les missions Apollo, nous savons être des grosses structures d'impact, on appelle ça les bassins d'impact. Et un certain nombre de ces impacts, probablement une dizaine, se sont formés il y a environ 4 milliards d'années, entre 4,1 et 3,8 milliards d'années, c'est-à-dire à peu près 500 millions d'années après la formation des planètes telluriques et de la Lune elle-même, qui se sont formées à 4 milliards et demi d'années. Donc, évidemment, l'instabilité des planètes géantes avec la dispersion du disque des planétésimaux au-delà de Neptune est un mécanisme formidable pour envoyer beaucoup de petits corps tout d'un coup vers l'intérieur du système solaire et causer un bombardement très important, pas seulement de la Lune, mais de tout le système solaire interne. Et donc, si les datations de ces grandes structures d'impact nous disent que ces structures se sont formées il y a 4 milliards d'années, probablement la vraie instabilité des planètes géantes a eu lieu à ce moment-là, il y a 4 milliards d'années, 500 millions d'années après la formation du Soleil et de la disparition du gaz du disque circumplanétaire. À l'époque de ces grands bombardements, qui est le fameux grand bombardement tardif qu'a mentionné Véronique, donc les taux de bombardement étaient de l'ordre de 1000 fois les taux de bombardement actuels. Cependant, vu que sa durée est limitée dans les temps, ces bombardements apportaient une petite masse seulement à la Terre, de l'ordre de 0,005% de la masse de la Terre, donc ce n'est pas énorme, la Terre a fini de se former bien avant. Et les rôles de ces bombardements sur l'évolution géologique de la Terre, voire encore l'évolution de la vie, restent à être compris. Il est vrai que les plus anciennes formes de vie sur Terre, on les retrouve dès que les grands bombardements tardifs s'arrêtent. Mais il est vrai aussi qu'on manque de support pour trouver les formes de vie les plus anciennes, peut-être si elles existaient, parce que les roches les plus vieilles sur Terre ont 3 milliards et 8 d'années. Mais certainement, c'est un bombardement intense qui pourrait avoir eu beaucoup d'influence sur l'évolution de la Terre, même sur sa géologie. Et pour Mars, pareil, on a vu tout à l'heure dans l'intervention de Véronique, comment beaucoup de choses se sont passées sur Mars à cette époque-là, l'arrêt de la dynamo, la perte de l'atmosphère, la fin de la présence de l'eau liquide, et ainsi de suite. Donc, c'est un événement qui probablement a caractérisé l'évolution des planètes tout entières à leur échelle. Alors, dans les modèles de Nice, nous reproduisons très bien les orbites actuelles du système solaire, mais pas toujours, seulement dans certaines simulations et pas dans d'autres. Le système est très chaotique, donc tout en partant avec les mêmes types de conditions initiales, simplement en les changeant un tout petit peu, mais d'une façon que vous ne verrez pas la différence, l'évolution des planètes peut être très différente. Dans les bons cas, tout se passe très bien, comme dans la simulation que j'ai montré tout à l'heure, et les orbites des planètes géantes vraiment rassemblent aux orbites des planètes réelles, mais il y a d'autres simulations où, par hasard, Jupiter a des rencontres proches avec Saturne. Et dans ces cas-là, Jupiter ne termine pas du tout sur l'orbite analogue à son orbite actuelle, dans 5,2 unités astronomiques, des distances orbitales et une excentricité pratiquement nulle, mais il termine sur une orbite, bon, un peu plus à l'intérieur, ce n'est pas très grave, mais une assez forte excentricité de l'ordre de 0,4. Alors l'excentricité mesure la forme de l'orbite. Si l'excentricité est 0, l'orbite est un cercle, ça veut dire que la distance au Soleil est tout le temps la même long l'orbite, mais si l'excentricité est grande, l'orbite est elliptique, et donc la planète s'approche du Soleil et puis s'éloigne du Soleil une fois par période de révolution. Et donc ça, c'est typiquement l'excentricité que Jupiter aurait eue
si elle avait rencontré Saturne, et par bonne chance, elle ne l'a pas fait, donc son excentricité est restée petite. Mais quand on regarde les excentricités des autres planètes extrasolaires, géantes, ici il n'y a que des planètes géantes, la taille du point en fait est proportionnelle à la masse de la planète, on voit que les autres planètes géantes extrasolaires, typiquement, ont des excentricités assez élevées. Sont très rares les planètes géantes qui ont des excentricités aussi petites que Jupiter. Donc ceci suggère en fait que les planètes géantes, le système des planètes géantes a des instabilités très fortes avec rencontres proches entre planètes géantes et donc il en résulte des orbites très fortement excentriques et notre système solaire l'a évité de justesse. D'abord parce que Saturne n'est pas très très grand par rapport à Jupiter et puis parce que par chance Jupiter et Saturne ont rencontré Uranus et Neptune très probablement mais ils ne se sont pas rencontrés entre elles. Donc, la morale de toute cette histoire, vous aurez bien compris, vous aurez un peu perturbé, mais c'est fou tout ça. L'évolution, la formation, l'évolution du système solaire n'est pas du tout banale. Les planètes ne se sont pas simplement formées sur leurs orbites actuelles, gentiment, sans que grand-chose se passe. Les planètes ont bougé dans tous les sens, il y a eu des phases de migration, des phases d'instabilité, et les résultats, la structure finale du système solaire est la conséquence de ce processus de migration et d'instabilité, mais particulièrement est conséquence de certains événements chanceux qui ont eu lieu ici, mais qui auraient pu avoir lieu différemment. Et donc, en particulier, la formation de la Terre, quelle qu'elle est, a été déterminée par deux aspects fondamentaux de notre système solaire. Le premier est qu'au dépit de leur mouvement de migration, les planètes géantes n'ont pas envahi la zone terrestre, la zone habitable. Elles sont restées en dehors, de justesse, parce que probablement sont descendues jusqu'à la distance de Mars avant de changer d'avis et de repartir vers l'extérieur. S'ils avaient été plus en profondeur dans l'intérieur du système solaire, les choses, évidemment, pour la formation de la Terre, seraient passées très différemment. On va le voir dans la suite. Et la deuxième grande propriété, grande chance de notre système solaire, est qu'au dépit de leur phase d'instabilité, les planètes géantes n'ont pas acquis des orbites significativement excentriques, alors que la plupart des planètes géantes extrasolaires l'ont fait. Et ça aussi, l'excentricité des planètes géantes a un effet énorme sur l'évolution des planètes terrestres, comme on va voir tout de suite. Parce que, justement, on sait aujourd'hui, grâce aux observations, les planètes géantes, on peut les observer aisément, que les systèmes solaires avec un système de planètes géantes semblables aux nôtres ne sont pas du tout la règle, ne sont pas du tout la norme, mais on a plutôt des planètes extrasolaires où les planètes géantes ont migré dans les systèmes internes, sont arrêtées dans la zone habitable vers une unité astronomique, la colline des planètes extrasolaires que j'ai montré au début, ou même ont traversé la zone habitable pour se parquer très proche de l'étoile et devenir des Jupiter chauds. On a vu aussi qu'elles ont des orbites de très grande excentricité. Et après, on sait aussi que pas toutes les étoiles ont des planètes géantes. Donc, en fait, il y a 80% des étoiles de type solaire qui n'ont pas de planètes géantes du tout. Donc, en fait, on doit s'interroger un peu sur la formation des planètes telluriques et leur potentielle habitabilité dans ces différents quatre cas de figure. Donc, si les planètes géantes restent gentilles, donc loin dans le système solaire et ne deviennent pas très excentriques, la formation des planètes telluriques semblables aux nôtres est assez générique. Donc, on forme des planètes telluriques, parfois un peu plus grosses, parfois un peu plus petites. Parfois, on a 3 planètes de masse terrestre au lieu que 2, mais ce n'est pas très grave. Parfois, il n'y a aucune planète vraiment dans la zone habitable, mais juste à côté. Mais bon, si on fait un peu des systèmes, on fabrique un peu des systèmes planétaires à l'ordinateur, il n'est pas du tout rare de trouver des planètes qui ressemblent vraiment à la Terre. Mais les choses sont très différentes si les planètes géantes se forment et évoluent différemment. Par exemple, pensons au cas où il y a une migration des planètes géantes vers l'intérieur, vraiment vers l'intérieur du système solaire, sans s'arrêter à l'endroit à l'orbite de Mars. Donc évidemment, si une planète géante migre et se place dans la zone habitable, il n'y a pas de place pour une deuxième planète. La planète géante occupe la place, et donc il n'y aura pas une deuxième planète, une planète terrestre dans la zone habitable, parce que la place est occupée par la planète géante. Bien sûr, on pourrait avoir, par exemple, des lunes habitables, parce que certaines lunes des planètes géantes, si la planète géante se place dans la zone habitable, les lunes pourraient devenir habitables à leur tour. Donc, par exemple, on pourrait imaginer la vie autour des lunes des planètes géantes dans la zone tempérée. Et si les planètes géantes traversent la zone habitable et ne s'arrêtent pas et vont vers l'étoile, vont devenir des Jupiter chauds, alors ça c'est rédhibitoire parce que en migrant vers l'étoile, les planètes géantes font un peu le vide autour d'elles, évidemment, elles sont tellement massives,
Donc ici, on va voir un disque, encore une fois, vu par la tranche des planétésimaux, que eux formeraient au bout d'une centaine de millions d'années des planètes telluriques, mais il y a une planète géante, et cette planète géante migre vers l'étoile centrale, et comme vous voyez, tout est dispersé, tout est éjecté, et donc il n'y a plus rien, il n'y a pas assez de masse pour former une planète tellurique derrière. Mais on a vu que bon, il y a aussi d'autres systèmes où les planètes géantes se trouvent à 3, 4, 5 unités astronomiques, donc se trouvent plus distant, plus loin. Mais on a vu aussi que typiquement, les planètes géantes ont des orbites assez excentriques, bien plus excentriques que les planètes géantes à nous. Alors ça, c'est très mauvais pour la formation des planètes telluriques. Je vais le démontrer par cette autre animation que j'ai empruntée à mon collègue à Bordeaux, Sean Raymond. Donc ici, on a 3 planètes géantes, qui sont suffisamment proches entre elles pour devenir à un moment donné instables. Et ici, vous avez des disques de planétésimaux à l'intérieur de la planète géante plus interne ou à l'extérieur de la planète géante la plus externe, que eux vont évoluer pour former des planètes telluriques. Donc on va voir cette animation, j'espère que ça marche. Voilà. Donc le temps passe, et comme vous voyez, dans les disques internes, il y a des planètes de plus en plus grosses qui émergent, voilà, de la formation des planètes telluriques en cours. Et là, les planètes géantes commencent à devenir instables, à un moment donné, deviennent instables, deviennent très excentriques. On se retrouve avec ces fameuses planètes géantes de l'ordre de 0,4 en excentricité, une un peu partie vers l'intérieur, l'autre est partie vers l'extérieur, c'est pour ça qu'on fait un zoom out pour la voir à un moment donné, voilà, elle aussi avec une excentricité 0,4, la troisième planète est éjectée. Comme vous voyez, les planètes telluriques qui sont en train de se former, il n'y a plus de traces. Quand les planètes géantes deviennent instables, deviennent excentriques, les planètes telluriques deviennent très excentriques aussi, et donc elles passent tellement proche du Soleil de tomber à l'intérieur de l'étoile. Alors, bon, si les planètes géantes créent tas de problèmes, peut-être les analogues de la Terre, on a plus de chances de les trouver autour des étoiles qu'on n'a pas planètes géantes du tout. Et comme je vous disais, il semblerait, selon les recensements observationnels, que 80% des étoiles solaires n'ont pas de planètes comme Jupiter et Saturne, n'ont pas de planètes géantes. Mais dans ces cas-là, il semblerait que la formation des planètes comme Uranus et Neptune, elle est beaucoup plus probable, beaucoup plus générique. Je vous disais au départ que 50% des étoiles de type solaire ont une planète de l'ordre de Neptune, un petit Neptune, avec une période orbitale inférieure à 100 jours, donc à l'intérieur de l'orbite de Vénus. Donc ça veut dire que si des planètes vraiment géantes comme Jupiter et Saturne ont du mal à se former, ça forme seulement dans 20% des cas. Dans presque la totalité des cas, on a des planètes un peu comme Uranus et Neptune qui se forment dans les disques extérieurs et arrivent à migrer vers les disques internes. Alors qu'est-ce qui se passe aux disques des planétésimaux à partir duquel voudraient se former les planètes telluriques? Eh bien, ça dépend très fortement de la vitesse de migration de ces Neptunes. Donc si on a une vitesse de migration rapide, donc on a un Neptune qui migre vers l'intérieur très rapidement pour devenir un Neptune chaud, même à la limite tomber dans l'étoile centrale. Comme vous voyez, la perturbation du disque est limitée, un peu de masse évidemment éliminée au passage, mais la plupart de la masse reste, et donc ce système peut continuer sur des échelles de temps longues pour former des planètes telluriques. Mais si la migration est lente, alors les choses sont très différentes. Et ce qui fait la différence entre une migration rapide et une migration lente, c'est le moment où celle-ci a lieu. Si la planète se forme très tôt, il y a encore beaucoup de gaz dans les disques, et donc sa migration sera rapide. Mais si la planète, le Neptune, se forme plus lentement, au moment où il se forme, il y aura moins de gaz, et donc sa migration sera plus lente. Et vous voyez que si on a une migration lente, en fait, la planète emporte la plupart des autres objets au passage, et surtout dans la région habitable, il n'y a rien qui reste, et plus loin, il n'y a pas beaucoup de masse qui reste. Donc on va former seulement des petites planètes, et au-delà de la région habitable. Donc, voilà, désolé pour ce pessimisme cosmique, mais c'est qu'il y a un ressort vraiment assez extraordinaire, et que la Terre, telle que nous la connaissons, est vraiment liée à la configuration spécifique des planètes géantes de notre système solaire. Et nous savons observationnellement que la configuration des planètes géantes de notre système solaire est hautement non générique. Et la plupart des autres configurations des planètes géantes que nous voyons autour des autres étoiles ne sont pas bonnes pour permettre la formation, ont un impact généralement négatif sur la formation des planètes telluriques semblables à la Terre. Donc, est-ce que ceci signifie que nous sommes seuls? Certainement pas, moi je ne le pense pas. Bon, d'abord, il faut dire qu'il y a un énorme nombre d'étoiles dans la galaxie, et donc même si des événements sont improbables, ils peuvent avoir eu lieu ailleurs, bien sûr. Donc c'est un peu comme la loterie nationale, c'est très improbable à gagner, mais vu que tout le monde joue, finalement, c'est pas rare que quelqu'un gagne.
Donc, comme notre système solaire a gagné ce jeu de faibles probabilités, ben, certainement d'autres étoiles l'ont fait. Simplement, ceci veut dire que si on veut espérer de trouver une planète comme la Terre, et si la formation d'un système comme la Terre est un événement de faible probabilité, il faut visiter beaucoup, beaucoup d'étoiles. Et pour visiter, avant de trouver la prochaine qui a une bonne Terre. Et pour visiter beaucoup, beaucoup d'étoiles, il faut aller très loin. Donc, statistiquement, la prochaine planète habitable comme la Terre est loin. Et ça, c'est un résultat assez fort. Mais évidemment, on n'est pas forcé à chercher la vie sur des analogues terrestres. Alors, qu'est-ce que c'est un analogue terrestre? Donc là, je définis comme une planète de masse terrestre, mais qui s'est formée un peu comme la Terre, c'est-à-dire à partir des solides locaux. La Terre n'est pas formée dans le système solaire, n'a pas migré là où elle est, mais s'est formée à partir essentiellement des solides locaux et sur une longue échelle de temps qui est bien plus longue que la durée de vie du disque de gaz. Mais bien sûr, on pourrait avoir d'autres mondes habitables. J'ai évoqué par exemple les cas des lunes des planètes géantes qui auraient pu migrer et s'arrêter dans la zone habitable. On connaît pas mal des planètes géantes dans la zone habitable. Si elles ont des satellites comme Europa, Ganymède, peut-être ces satellites peuvent être habitables à leur tour. On pourrait avoir l'habitabilité sur des super-terres, des mini-Neptunes, donc des planètes plus grandes, plus massives que la Terre, formées des roches et des glaces dans le système solaire externe et qui migrent vers l'intérieur et qui ont la bonne chance de s'arrêter parce que le disque disparaît dans la zone habitable au lieu d'aller tout droit vers l'étoile centrale. Ou alors, on pourrait se retrouver plus facilement avec des planètes de type terrestre dans des systèmes de faible masse, donc où les disques finalement n'avaient pas beaucoup de gaz et pas beaucoup de solides, donc on ne peut pas former des planètes géantes, on ne peut pas former vraiment des planètes comme Neptune, donc du coup les choses se forment plus lentement, les gaz ont le temps de disparaître, on s'affranchit de tous les problèmes de migration, alors là effectivement des planètes de masse terrestre, pas trop perturbées, pas trop dérangées par l'extérieur, pourraient bien se former. Donc voilà, ben, je pense terminer ici, on est à disposition pour vos questions. Merci.